Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver ce soir une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre sortie de votre émission, chers téléspectateurs, Appel sur le continent. On va le rappeler à chaque fois qu'on sera sur cette antenne. Appel sur le continent, c'est votre émission, chers téléspectateurs, l'émission qui vous permet de participer activement, de donner vos différents points de vue sur les sujets que nous choisissons de mettre sur la table pour en parler ce soir. On parle des relations tendues entre la République du Mali et le Niger avec cette nouvelle qui fait état de la suspension du transit des produits pétroliers du Niger vers le Mali. Les autorités nigériennes ont donc annoncé cela dans un communiqué peu avant la prise de parole du Premier ministre malien par intérim Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Les autorités nigériennes ont donc décidé unilatéralement de suspendre ces livraisons-là, ou bien en tout cas ce transit pour les raisons officielles évoquées sont des raisons djihadistes, mais avec nos invités on s'interrogera sur le bien fondé, sur la réalité des motifs avancés par les autorités nigériennes pour peut-être sans doute porter préjudice aux autorités maliennes de transition. Pour faire le débat ce soir, nous sommes en direct de Bruxelles avec notre géopoliticien Luc Michel. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous, Luc Michel, d'avoir répondu une fois de plus présent. On sera également ce soir avec Linda Larbaoui et le général du peuple malien, Issa Diawara, qui nous rejoindront sans doute en cours d'émission. Mais avant, Luc Michel et vous, chers téléspectateurs, je vous propose de réécouter le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Il a donc accordé un bref entretien à un média français, ou bien à deux médias français qu'on connaît sur le continent africain, généralement taxé de médias de propagande de l'Élysée. Le chef de l'État nigérien a donc accordé cet entretien où il parle de la République du Mali, il parle des relations entre le Niger et le Mali. Il revient également sur l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta. On prend l'élément, on revient sur le plateau pour en parler par la suite. Au Mali et au Burkina Faso, les djihadistes contrôlent des pans entiers du territoire. Le G5 Sahel, c'est fini. Barkhane est parti. Donc une question se pose en raison de cet environnement sécuritaire. Est-ce que le Niger est en danger? Est-ce que ça pourrait être le prochain domino à tomber? La situation dans l'espace de nos trois pays sur le plan sécuritaire s'est dégradée, c'est incontestable. Est-ce que pour autant elle aura pour effet de faire ce que vous dites, que le Niger aussi tombe? Je ne le pense pas. Je le pense d'autant moins que nous avons depuis longtemps eu une situation différente du Mali, et elle s'avère aussi a posteriori différente du Burkina Faso. En plus de ce qui caractérisait notre situation et qui déterminait un rapport de force bien déterminé entre nous et les terroristes, nous avons désormais une situation plus confortable à cause de la coopération que nous avons nouée avec nos partenaires extérieurs, et la France notamment. La présence de Barkhane sur notre territoire et son engagement aux côtés de notre armée à la frontière du Mali renforce nos positions et crée une situation beaucoup plus favorable. Il faut aussi dire que lorsque vous comparez notre situation aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019, en 2020, c'est sans commune mesure. Nous avons renforcé les effectifs de notre armée, nous avons renforcé les capacités de nos soldats, nous avons réalisé des acquisitions en termes d'équipement qui font qu'aujourd'hui nous avons une armée beaucoup plus solide et donc beaucoup plus apte à faire face à la situation même dégradée d'aujourd'hui au Sahel.
Alors depuis le mois de novembre et la mort de 3 civils nigériens lors d'affrontements avec l'armée française à Terra, il y a épisodiquement des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y en a encore eu une il y a quelques jours. Alors vous avez souvent dit que ce sentiment anti-français n'était pas très important au Niger, mais est-ce que vous ne vous voilez pas la face sur une réalité que l'on voit ailleurs dans le Sahel? Moi, je parle du Niger. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs au Sahel. Au Niger, moi qui suis élu de façon démocratique et qui ai pour ambition de faire en sorte que notre parti reste au pouvoir le plus longtemps possible, je fais très attention à mon opinion et je me garderai absolument d'être en décalage avec elle. Si ce que vous dites est vrai, je serai le premier à le sentir et je serai par conséquent le premier à avoir l'attitude que me commandent mes intérêts. Le phénomène dont vous parlez est un phénomène surtout propre aux réseaux sociaux. Du moins au Niger, je ne pense pas que ce soit une préoccupation des citoyens nigériens quand je sais les problèmes auxquels ils sont confrontés et quand je sais que leur plus grande demande vis-à-vis de l'État, c'est de leur assurer la sécurité. Quand je sais tout cela, je me dis que être contre les Français ou contre les Américains n'a pas de sens. Au demeurant, vous l'avez constaté, une manifestation a été organisée le dimanche passé et elle a réuni moins de 500 personnes. Donc, ça veut dire que c'est davantage un phénomène médiatique que une opinion vraiment ancrée. Au début de cette année, Monsieur le Président, vous avez annoncé que des discussions étaient amorcées avec certains djihadistes. Alors concrètement, est-ce que cela donne des résultats sur le terrain? Est-ce la raison pour laquelle il y a une certaine accalmie apparemment dans votre pays? Et est-ce grâce à ce dialogue que la religieuse américaine Sue Ellen Tennyson a été libérée le 29 août dernier sur votre territoire? Oui, nous avons affaire à des jeunes bergers qui sont engagés dans ce phénomène qui est plus du banditisme au fondement alimentaire qu'autre chose. Et leurs agissements ont un grand impact sur la cohabitation entre les communautés. Puisque nous ne pouvons pas nous adresser à eux pour en faire des partenaires politiques avec lesquels nous pourrions avoir une discussion politique d'un niveau élevé, nous avons privilégié les contacts à la base qui associent des représentants de communautés pour expliquer, dans le cadre de la mission de la haute autorité à la consolidation de la paix, que le plus important, c'est d'abord que les communautés s'entendent entre elles, qu'il n'y ait pas de tension entre elles. Nous faisons ce travail-là. Mais excusez-moi, Monsieur le Président, pour obtenir la libération d'une religieuse américaine, il faut parler avec des chefs djihadistes. Non, nous n'avons pas parlé avec les chefs, si tant est qu'il y en ait, au sens où vous l'entendez. Nous avons parlé avec des sous-chefs avec qui nous sommes en contact permanent pour leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font. Et ce travail-là, nous le maintenons. Il ne donne pas des résultats spectaculaires, mais il crée des conditions d'une accalmie entre nous, entre notre armée et eux, d'une part, mais surtout au sein de communautés. On sait, vous l'avez répété ici à New York, que l'éducation pour vous est fondamentale. Là, vous parlez de faire revenir des jeunes dans le droit chemin, mais avec la démographie galopante que connaît votre pays, on sait que beaucoup de jeunes sont plus tentés peut-être par une traversée de la Méditerranée ou rejoindre le djihad. Que fait-on vraiment pour les retenir au-delà des beaux discours? Au Niger, nous n'avons pas de jeunes qui sont candidats pour traverser la Méditerranée. On le sait depuis longtemps, cela. C'est dû tout simplement à leur faible niveau d'éducation. Il faut
donc en urgence agir pour promouvoir l'éducation et faire en sorte qu'elle bénéficie aux populations qui en ont été le plus exclues, que sont les populations pastorales. Ça, c'est un investissement qu'il faut envisager pour des résultats à long terme. Dans l'immédiat, il y a beaucoup de choses à caractère économique à faire pour fixer les populations, et il y a enfin la sécurité à leur assurer, et il y a surtout le rapport de force qu'il faut créer contre tous ces acteurs de cette violence qui ne prospèrent que parce que justement ils peuvent faire certaines choses de façon impunie. Et pour cela, il faut une armée, il faut un État et il faut des institutions. C'est ce que nous faisons au Niger. En juillet dernier, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali, en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt? Est-ce qu'il faut les rétablir? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère qu'il a été trahi, moi aussi. Monsieur le Président, depuis le départ de Barkhane du Mali, ce sont les forces maliennes, les FAMA, avec la société russe Wagner, qui mènent le combat contre les terroristes. Alors, est-ce qu'ils font mieux tout d'abord que la France? Et notamment, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils agissent dans le nord-est, qui est frontalier avec votre pays? La situation dans la région de Ménaka s'est totalement dégradée depuis le départ de Barkhane. Depuis la fin du mois de mars, les terroristes ont conquis des territoires encore plus vastes, ont tué plus de personnes et ont créé une tension entre les communautés comme cela ne s'est jamais passé. Les forces armées maliennes serraient à Ménaka. Elles y seraient avec leurs supplétifs russes, mais je constate que cela n'a pas empêché que la situation se dégrade davantage. Mais vous utilisez le conditionnel parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles y soient. Non, elles sont à Ménaka. On dit qu'elles sont avec les Russes. Ça, j'utilise le conditionnel. Et qu'elles soient là-bas avec les Russes ou qu'elles soient sans les Russes, la situation à Ménaka s'est dégradée. La situation à Gao aussi est en train de se dégrader. Et jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Et il y a des risques de massacre entre ces communautés à grande échelle. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif de faire partir les Français. Nous aurions pensé que après tout ce qu'on a dit des Français, on ferait autre chose que ce qui peut donner lieu à une dégradation de la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le drapeau djihadiste pourrait bientôt flotter sur Ménaka et sur Gao? Sur Ménaka, c'est très probable. En tout cas, je suis convaincu que l'IGS compte attaquer Ménaka. Est-ce que ce sera pour y rester? Ce n'est pas leur mode d'action que de rester dans des localités importantes comme Ménaka, et ils n'ont jamais eu de vocation à administrer quoi que ce soit. Mais
ils sont militairement capables d'attaquer Menaka. Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer Gao aujourd'hui? Non, je ne le pense pas, mais autour de Gao, ils ont réalisé de grandes avancées. Alors, comme le Mali, le Burkina Faso est en grave difficulté face aux djihadistes, et pourtant vous venez de recevoir à Niamey le chef des militaires putschistes, le colonel Damiba. Vous envisagez un accord de défense entre vos deux pays. Est-ce à dire qu'à Bamako, ce sont des mauvais putschistes et à Ouagadougou, de bons putschistes? Non. Vous savez, nous avons traité les militaires maliens comme nous traitons les militaires burkinabés en ce moment. Souvenez-vous, quand c'était le président Bandao, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et nous avions des relations tout à fait normales avec eux. C'est lorsqu'ils ont fait le deuxième coup d'État et qu'ils ont décidé que les élections ne sont pas une priorité, qu'ils se sont écartés des engagements. Notre vœu aurait été que nous coopérions de la même façon que nous le faisons avec les Burkinabés. Ils sont nos voisins. Il y a une situation de fait que nous avons prise en compte et qui commande justement que nous coopérions pour que nous nous protégions mutuellement, que nous nous renforcions mutuellement et que nous nous renforcions contre nos adversaires qui sont les mêmes. Et si les putschistes de Guinée-Conakry maintiennent leur calendrier d'une transition de 3 ans, est-ce qu'il faut envisager de lourdes sanctions de la CEDEAO, comme le préconise son président en exercice, le président Mbalo de Guinée-Bissau? Ils ne sont pas à l'UEMOA, ils ont une façade maritime. Les sanctions les plus fortes qui peuvent être prises sont des sanctions justement de fermeture de frontières qui les concernent qu'en partie et des mesures à caractère monétaire qui ne les concernent pas du tout. C'est parce que les militaires guinéens savent cela qu'ils ont le comportement que nous observons depuis toujours qui consiste à ne pas être un tant soit peu coopératif avec la CEDEAO comme si ils n'en ont jamais été membres ou qu'ils n'entendent plus en être membres. Mais des sanctions sont possibles et qu'elles seront probablement prises si le dialogue que nous avons engagé contre eux n'évolue pas. Merci, Monsieur le Président. Merci à la réalisation pour cet élément. On va donc retrouver à présent nos invités de l'autre côté, notamment l'autre géopoliticien Luc Michel, qui est en direct de Bruxelles, avec qui on a réécouté Mohamed Bazoum. Luc Michel, première intervention à la suite de cet entretien du président nigérien Mohamed Bazoum. Est-il dans le déni? Et il sert, comme on dit, la soupe de la propagande française, servi par 2 journalistes qui travaillent pour des médias d'État, dont Macron a dit lui-même il y a quelques jours qu'ils allaient servir la propagande française. On fait passer les colonels de Bamako pour des menteurs et que Bazoum dit la vérité. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est une guerre par procuration. D'un côté, le Mali qui représente le bloc de l'Est et qui est soutenu par le peuple malien. De l'autre côté, Bazoum qui est le domestique des Occidentaux qui représente le bloc américano-occidental. C'est une guerre par procuration, mais qui oppose évidemment 2 blocs géopolitiques. Bazoum est le représentant des Occidentaux. Il est l'allié proche des Français, comme le laisse entendre son discours. Il nous a servi toute la palette de la propagande française, mais il est aussi l'homme qui a permis au Niger de devenir le cœur de ce qu'on appelle l'américanisation et l'otanisation de la guerre du Sahel. C'est au Niger qu'est la guerre américaine des drones qui fait tant de victimes parmi les populations du Sahel. Il y a au Niger des bases militaires de l'OTAN, une base de la Bundeswehr allemande, une base des Espagnols, il y a des forces spéciales américaines et italiennes. Voilà donc les enjeux qui sont en cours. Et évidemment, quand vous écoutez le discours de Bazoum, il est exactement le représentant du plan occidental, notamment lorsqu'il brandit l'arme des sanctions contre les colonels de Bamako et contre ceux qui également ont pris le pouvoir dans d'autres pays, comme la Guinée-Conakry ou le Burkina Faso.
Michel, est-ce que dès lors on peut dire que la suspension en tout cas de l'acheminement des hydrocarbures du côté du Mali est simplement un prétexte pour essayer déjà d'annoncer les couleurs de ce qui arrive? C'est un prétexte et c'est une arme. Vous savez que le but de tout ce qui existe, c'est-à-dire les sanctions et la guerre économique, aussi bien au Mali qu'en Ukraine, contre la Russie, c'est une façon de faire la guerre. La guerre économique, elle est prioritaire pour les Américains, avant même les opérations militaires. Il s'agit de ruiner le Mali, et il s'agit, en organisant la misère, de dresser, pense-t-il, la population contre ses dirigeants. C'est ce qu'il faut également, pour le moment, en Iran, en tentant une révolution de couleur contre la République islamique. Bazoum, donc, il est le domestique des Américains et des Français, dont il applique les ordres scrupuleusement. Ajoutons qu'il y a également l'influence de l'Union européenne, qui est un autre domestique des Américains. Si vous voulez, il y a un jeu de poupées gigant. Les Américains contrôlent les domestiques européens, qui contrôlent le domestique Bazoum. Merci à vous, Luc Michel, pour ces premières interventions. On va à présent prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. Cher Issa, bonsoir d'abord et merci d'avoir accepté et répondu présent à cette invitation. Tout d'abord, comment a été accueillie du côté de Bamako la nouvelle de cette suspension de l'acheminement des hydrocarbures vers le Mali pour, entre guillemets, officiellement, des raisons de sécurité? Ok, bonsoir à vous, mon frère Junior Wafo. Bonsoir à l'aîné Luc Michel. Et bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média et ainsi qu'à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous savez, il y a eu un démenti de la part du gouvernement nigérien parce que n'oubliez pas, cette interdiction date bien sûr du 21 septembre. Donc, effectivement, c'est antérieur, bien sûr, au discours historique du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies. Il y a eu un démenti et le Niger rassure même que jamais le Niger va poser un acte quelconque pour répondre à ce discours. Vous savez, c'est que moi je constate, même la Côte d'Ivoire avec cette panne d'électricité aussi a fait en tout cas une sortie pour dire, quand je dis la Côte d'Ivoire, je parle du clan Ouattara, pour dire qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le discours du côté du Mali ou bien cette histoire, en tout cas des 49 soldats. Je pense de part et d'autre, quand on observe attentivement, on dirait qu'il y a un timing qui est contrôlé, qui est supervisé. Quand vous regardez les réactions en face, ce sont des réactions qui sont bien dosées, des réactions qui sont contrôlées, des réactions qui sont très bien supervisées. Et la réponse apportée chaque fois au Mali, vous voyez maintenant que c'est une réponse qui est concertée, qui est organisée. Tant nous avons assisté à cela juste avant cette session, cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où nous avons vu en ordre de bataille les discours. D'abord le communiqué de la Côte d'Ivoire qui a donné le ton, et à l'époque, je crois que nous avons fait cette même émission avec vous, M. Junior Wafo. Nous avons dit que M. Ouattara voulait internationaliser ces dossiers, qu'il voulait confier ça à la CEDEAO et à l'ONU. Et juste après, on a vu une interview du secrétaire général de l'ONU, et juste après, ça n'a suivi l'interview de l'autre là, Ambalo Sissoko. Donc, c'est des trucs qui sont bien organisés, qui sont bien ordonnés. Et une fois de plus, nous assistons à un système qui est très bien mis en place. Ensuite, ce qu'il faudra voir dans ce discours du Mali, est-ce le cas en face, c'est-à-dire les blocs de l'Ouest, comme l'a dit Luc Michel, est-ce qu'ils ont du répondant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut démentir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut réfuter? Réfuter, c'est-à-dire démontrer bien sûr les faussetés et des thèses avancées par le Mali. La réponse est évidemment non. Quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait finalement? On continue dans ce qu'on était en train de faire. C'est pourquoi il y a beaucoup d'informations. Nous avons des informations où il y a des militaires du côté de Guinée-Bissau. L'OTAN va avoir une base au niveau du Sénégal, de gauche à droite. Mais en réalité, ça ne dit pas grand-chose au Mali parce que la plainte du Mali à l'ONU confirme tout ce qui est en train de se passer. Quand nous disons, quand le Mali dit que c'est bien sûr l'OTAN, le bloc de l'Ouest, qui est derrière les terroristes, c'est une certitude. Et jusqu'à présent, personne n'a pu démentir. Et le Mali
continue de réclamer haut et fort devant qui on veut. Regardez simplement. Aujourd'hui, ce ne sont plus les médias djihadistes, ou pardon, des médias terroristes, djihadistes ça n'existe pas, des médias terroristes qui relayent, en tout cas, qui revendiquent leurs opérations, mais bien sûr, ce sont des médias occidentaux. Quand il y a une seule opération menée par les djihadistes aujourd'hui, vous la retrouvez sur les médias occidentaux. Donc, l'Occident a décidé, bien sûr, de mettre son expertise en communication du côté des terroristes. Regardez encore autre indice. Au Mali, au temps d'Ibeka, quand Ibeka avait dit qu'il veut discuter avec les terroristes, il y avait un niet de la France qui a fait des sorties officielles. On se souvient de la sortie de Jean-Yves Le Drian. Mais aujourd'hui, Bazoum, à travers l'interview que vous venez de diffuser, Bazoum dit bien sûr qu'ils sont en train de discuter avec les chefs terroristes. Au même moment, Bazoum dit qu'ils ont accueilli les bases de Barkhane au Niger. Il y a quelle cohérence? Vous avez accueilli toutes les bases de Barkhane au Niger. À quoi prétextant que ces bases-là vont vous aider à combattre les terroristes? Au même moment, vous dites encore non, vous discutez avec les chefs terroristes. Ça veut dire quoi? Que les terroristes là gardent les armes à l'État, Barkhane reste armé à l'État, mais finalement, pourquoi on accueille Barkhane? Et ensuite, pourquoi on discute avec les terroristes? On discute avec eux au Niger pour qu'ils attaquent le Mali. C'est ça? On discute avec eux au Niger pour obtenir des informations qu'ils vont sans doute s'attaquer à la région de Ménaka au Mali. Sinon, d'où est-ce que Bazoum peut sortir des informations que c'est Ménaka qui doit être attaqué, Gao ne sera pas attaqué? Entre-temps, avant que la propagande de Bazoum, en tout cas, lui porte effet, parce qu'au Mali, ce n'est pas le cas, nous disons l'État islamique et nous savons être des légionnaires français, et des djihadistes recrutés et formés par les légionnaires français sont neutralisés au Mali. Et pour le moment, vous allez constater avec moi, M. Junior Wafo, qu'on ne parle plus d'attaque au Mali. À part quand on vous a dit qu'il y a eu une série d'attaques là, quand ils ont essayé de cibler Kati, on vous avait dit à l'époque que c'était une opération de communication. Et les terroristes ont perdu beaucoup d'hommes dans cette opération. Et depuis que l'armée malienne a contre-attaqué, et l'armée malienne continue de mener des opérations offensives, malgré la saison pluvieuse, il n'y a presque plus d'attaque. On n'entend pas parler d'attaque. Aujourd'hui au Mali, c'est très rare depuis des années, depuis 2015. Nous, c'est maintenant qu'on peut faire une semaine, voire 10 jours où on n'entend plus parler d'attaque. La situation s'améliore. Et moi, je suis surpris de voir M. Bazoum qui se trouve pas au Mali et qui dit que l'État islamique continue de prospérer au nord du Mali. Mais il s'agit de quel Mali finalement? Parce que dans leur propagande, c'est que moi je vois, Macron avait dit qu'il sera agressif dans la communication et je comprends cela. Parce que je vois maintenant sur les réseaux sociaux une carte qu'on fait des une carte du Mali tout en rouge. On écrit là-bas à Zawad. Mais ce n'est pas la carte de notre Mali. Ça c'est un Mali virtuel. Sur le Mali dans lequel nous vivons, dans lequel moi je circule, je voyage, nous on ne connaît pas cette carte en rouge. Simple preuve, l'armée malienne a même un camp militaire à Kidal. J'ai vu les réseaux, j'ai vu RFI et je ne sais pas quoi, d'autres médias français diffuser une vidéo de patrouille de l'armée, je ne sais pas, des rebelles, des anciens rebelles à Kidal. Mais ça n'a pas de sens. Nous avons un accord de paix avec ces anciens rebelles qui sont en train de rendre les armes progressivement. Ça n'a pas de sens. En réalité, je pense qu'ils sont diminués. Ils ont du mal à accepter qu'un pays africain a expulsé les forces françaises et ce pays africain parvient aujourd'hui à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. Du territoire malien. Il n'y a qu'une petite partie aujourd'hui qui échappe au Mali. Le Mali contrôle, moi je peux vous le dire, plus de 90% de son territoire. Monsieur Junior Wafo, pour terminer, en réalité, nous sommes dans un cadre, nous sommes en réalité dans la guerre de communication, tant annoncée par Macron, et c'est cette guerre de communication qu'on est en train de mettre en œuvre contre, bien sûr, les Africains, contre les Panafricains, et bien sûr, contre toute réussite de l'Afrique. Mais nous réussissons. Je ne pense pas que quand le soleil se pointe à l'horizon, c'est avec une seule main qu'on pourra le masquer. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara, pour cette première intervention. On va retrouver Luc Michel de l'autre côté de Bruxelles. Luc, on a écouté Mohamed Bazoum il y a quelques instants. Issa Diawara l'a également relevé. Il fait état d'un certain nombre d'attaques probables qui pourraient survenir du côté du Mali. Quand on écoute cet entretien, Luc Michel, quel message subliminal Mohamed Bazoum souhaite faire passer au peuple du Mali?
Écoutez, il avalise tout d'abord la propagande française, pas tellement à l'usage du peuple malien, mais à l'usage de ses voisins et à l'usage des Français eux-mêmes. Que dit Macron? Il dit que le retrait de Barkhane va livrer le pays à ceux qu'il appelle les djihadistes et que les FAMA, avec les paramilitaires russes, vont perdre la guerre et vont perdre le terrain. Quand il dit cela, évidemment, c'est une construction, un scénario géopolitique qui est destiné à justifier la réimplantation de l'armée française dans les pays voisins et le parasitage des plans américains qui est d'américaniser la guerre du Mali et de redéployer les Français du côté de la mer Rouge au Mozambique notamment. C'est donc tout à fait un discours artificiel qui vise purement et simplement à développer la propagande de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Et il ne faut pas la croire. Pour le moment, la propagande occidentale se déchaîne. Il y a une Ukraine virtuelle, une Chine virtuelle, un Taïwan virtuel, une Syrie virtuelle, un Mali virtuel, un Centrafrique virtuel. Partout, ce sont des scénarios géopolitiques qui doivent permettre les sanctions économiques. Les Américains préparent le vote au Sénat des États-Unis d'un grand train de sanctions, notamment contre des pays africains. Il y aura dedans, on le sait, la Centrafrique, le Mali et l'Algérie. Et donc voilà, il s'agit de permettre la réimplantation des forces spéciales occidentales dans tous les pays voisins et des sanctions économiques. C'est le seul acte de Mohamed Bazoum. Vous savez, il faut savoir qui est Mohamed Bazoum. Il y avait le domestique principal des Français et des Américains, c'était Issoufou. Mais vous savez que les Américains ne permettent pas de faire plus de 2 mandats. Issoufou a donc lui-même désigné un homme de paille, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, c'est l'homme de paille d'Issoufou, qui est l'homme de paille des Américains dans la guerre occidentale au Sahel. Merci à vous, Luc Michel. On reprend à présent la direction de Bamako pour retrouver Issa Diawara. Issa, est-ce que, s'il faut voir la chose sous un angle qui appelle à un peu plus de réjouissance, est-ce qu'il faut se réjouir de ce que de ce qu'a déclaré Mohamed Bazoum dans cet entretien, d'avoir autant affiché aux yeux du monde et aux yeux des autorités maliennes les différents projets qui pourraient porter atteinte à l'intégrité territoriale du Mali? Est-ce que on peut remercier Mohamed Bazoum pour toutes ces incohérences? Vous savez, quand il était question de la réélection d'Emmanuel Macron, j'ai fait part de ceux qui ont dit que Macron doit être réélu. Tout simplement parce que l'arrogance de Macron allait précipiter le réveil des Africains. Les erreurs de Macron allaient précipiter bien sûr le réveil des Africains. Il fallait éviter d'avoir affaire à un président français beaucoup plus intelligent qui bien sûr allait nous maintenir encore longtemps dans la France-Afrique. En réalité, Macron précipite la fin de la France-Afrique. Il en est de même. Les hommes recrutés par Macron, bien sûr, aujourd'hui, des hommes qui sont entretenus par Macron, des hommes avec qui Emmanuel Macron est en train de travailler, sont des hommes, bien sûr, qui sont en train de précipiter du côté de l'Afrique, bien sûr, la fin de la France-Afrique. En voulant s'accrocher à la France-Afrique, je pense qu'ils sont en train de commettre ils sont en train de cumuler des erreurs qui sont au bénéfice des Africains, au même moment des Africains, des Panafricains, bien sûr, sont en train de multiplier en tout cas des bonnes opérations qui permettent bien sûr d'accélérer en tout cas la fin du camp d'affaires. La communication de Bazoum, ça a apporté quelque chose à Bazoum auprès de son opinion? La réponse est non. Cela n'a fait que radicaliser son opposition contre lui. Est-ce la sortie de Bazoum a apporté quelque chose à Bazoum auprès des Africains? Est-ce que les Africains sont parvenus à dire « Ah, au moins peut-être qu'on s'est trompé sur le compte de Bazoum, on ne l'avait pas compris, mais c'est un monsieur qui semble bon. » Est-ce que ça a été le cas? La réponse, c'est non. Bien au contraire, il a été encore davantage lâché. Donc, plus Bazoum va continuer ce genre d'opération, plus ils vont continuer à enfoncer rapidement la France-Afrique. Regardez même du côté de Ouattara, dorénavant, on prend soin de ne pas communiquer. Parce qu'en réalité, nous l'avons tout dit, quand la fin approche, tout ce que vous tentez, cela ne peut que précipiter
votre fin. C'est ce qui est en train d'arriver avec Bazoum, bien sûr avec Ouattara, avec Ambalo. Regardez la sortie d'Ambalo. Est-ce qu'elle a apporté quelque chose au niveau de sa cote de popularité en Afrique? Ou est-ce que Ambalo a été lâché au niveau de l'Afrique? Il a été lâché. Regardez Macky Sall, à tel point qu'il s'est ridiculisé, à tel point qu'aujourd'hui, que demain, la mission de la CEDEAO, qui doit venir au Mali, les 3 présidents, on voit que Macky Sall a été cité dans le communiqué de la CEDEAO. Il était aux côtés du président Nana Akufo-Addo, l'autre consul britannique du côté du Ghana. Et il devrait être bien sûr avec le président du Togo. Et bien sûr, c'était Macky Sall le 3e. Mais Macky Sall vient de se faire remplacer par l'un de ces 2 jeunes. Nous avons tout en dit que Macky Sall, lui aussi, bien qu'il soit un sous-chef d'État de Macron, Macky Sall aussi a 2 sous-chefs d'État encore. C'est M. Ambalo Sissoko de la Guinée et bien sûr Adama Barrow de la Gambie. Parce que n'oubliez pas, dans ces 2 pays, vous avez des militaires sénégalais qui gardent bien sûr ces 2 présidents. Donc Adama Barrow doit remplacer Macky Sall dans cette mission de fils au Mali. Au même moment, parallèlement à cela, je dois vous filer une information. Nous avons une information sur qu'il y a une délégation ivoirienne qui est au Mali et qui est en train de rencontrer, qui doit rencontrer le shérif de Nioro. C'est cette information que nous avons reçue aujourd'hui. Le shérif de Nioro, on connaît sa proximité, bien sûr, avec les autorités au pouvoir. Donc, comprenez que toutes les sorties médiatiques que ces hommes vont tenter, c'est bien sûr contre la France-Afrique. Tout ce qu'ils vont faire, en réalité, cela aide l'Afrique à se libérer. Donc, tout ce qu'ils vont tenter, je dis bien tout, en parole comme en acte, en réalité, ne peut que précipiter la chute du bloc France-africain. C'est ce qui arrive, et même Macron, qui a pris soin d'éviter de parler du Mali à la tribune de l'ONU, il n'a pas échappé à cela. Donc c'est la règle d'or dorénavant, c'est le réveil africain, c'est l'Afrique en train de se réveiller, c'est l'Afrique en train de progresser, c'est l'Afrique en train de se libérer. Toute communication tentée contre l'Afrique va se retourner contre l'auteur de la communication. Tout acte posé contre l'Afrique va retourner contre l'auteur de l'acte. Et bien sûr, tout complot ourdi contre l'Afrique, ce complot, bien sûr, va tomber à l'eau. Eh bien, Issa Diawara, pour revenir un peu sur cette suspension de l'acheminement des produits pétroliers du côté du Mali, comment comprendre donc si des raisons de sécurité sont évoquées pour justifier cette suspension? Comment comprendre qu'il y ait des exceptions faites pour la MINUSMA et ne pas encore continuer à mettre la MINUSMA en difficulté plus qu'elle ne l'est déjà du côté du Mali? Ok, merci. Et cette exception, tout simplement parce que le Niger ravitaille la MINUSMA aussi fournit les terroristes à carburant. Donc, si ils ne font pas exception sur la MINUSMA, ce sont les terroristes qui seront en difficulté. Regardez l'opération éclair que les terroristes ont effectuée hier au Burkina voisin. C'est parce que les autorités burkinabées, en tout cas l'état-major le dit, qu'il y a eu une complicité. Complicité quoi? C'est la France en réalité qui a attaqué nos frères du côté du Burkina. Les terroristes ont besoin du carburant. Les terroristes ne peuvent pas traverser la Méditerranée, aller commander du carburant comme un État normal. C'est pas possible. Donc les terroristes, où est-ce qu'ils tirent leur carburant? C'était Barkhane. Vu que Barkhane et Takuba sont partis, qui doit fournir les terroristes maintenant à carburant? C'est bien sûr la MINUSMA. C'est pourquoi le Mali, moi je réitère ma demande, que maintenant la MINUSMA doit partir. La société civile a commencé cette activité, en tout cas a commencé des actions dans ce sens, et je pense que nous allons peser de tout notre poids, peser en tout cas, apporter toute notre petite espérance dans cette histoire, pour qu'en réalité la MINUSMA soit un souvenir pour le peuple malien. Pour parler au départ du MINUSMA qu'ils ont vu venir, c'est pourquoi vous avez en tout cas, comment on appelle, tout ce complot tout autour du Mali sur le plan sécuritaire, toutes ces menaces. Quand Ambalo Sissoko dit qu'il faut réveiller le Comore là, le Mali c'est pas la Sierra Leone ou bien la Gambie, c'est pas vers le Comore que tu vas nous menacer. Là où le Nigeria même a échoué face à Boko Haram et que nous on est en train de faire mordre la poussière à Boko Haram ici, sur le sable chaud de Menaka, Boko Haram peut quoi? Le Comore peut. En réalité on dit à Bamara, Moussokolmate Barabarani Namasaye quoi, ça c'est vrai. Ça veut dire M. Junior Wafo, ce n'est pas avec une banane que tu vas faire peur à une femme enceinte. Non, ça passe pas.
Kabri Mor n'a pas peur des couteaux. C'est pas avec ces petites sorties médiatiques qu'il peut intimider les Maliens. En réalité, le carburant de la MINUSMA, c'est le carburant des terroristes. Maintenant, vous n'avez pas eu l'information. Au Mali, la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse du Nord a lancé un communiqué. Quand la jeunesse a vu ça, pour dire que dorénavant, le carburant de la MINUSMA sera bloqué, récupéré et redistribué aux populations maliennes. C'est le peuple malien qui est au combat. Donc, si le Niger tente de ravitailler la MINUSMA, dites-vous que le Mali va intercepter. Le peuple malien va intercepter ces carburants pour redistribuer cela, bien sûr, aux populations maliennes. Et Bazoum sait qu'il ne va pas jouer à ces jeux. S'il tente quoi que ce soit contre le Mali, j'ai besoin de rappeler que le Mali, c'est le 3e PIB de l'IEMOA et la première puissance militaire de la zone IEMOA. Bazoum sait que le Niger est en grande partie ravitaillé à partir de certaines, en tout cas d'arrêt à partir du territoire malien, c'est-à-dire à partir de l'Algérie qui transite par le territoire malien. Et en tentant cela, le Mali peut bien sûr bloquer tout cela, et puis cela peut causer la famine, bien sûr. On ne le souhaite pas au niveau du Niger, et les populations du Niger peuvent se soulever et renverser le régime de Bazoum. Donc je pense que leur stratégie, c'est réfléchir. Ils veulent éviter des choses qui peuvent soulever les populations là-bas. Donc en prenant ça, parce que le Mali, faites attention. Il n'est pas facile aujourd'hui de taper sur le Mali. Le Mali est à Bambara, ce qu'on appelle... je n'aime pas ingérer. Comment je vais vous traduire ces proverbes-là? C'est-à-dire quoi? Le moustique que vous allez retrouver, voilà, sur la partie intime de l'homme, là, tu ne peux pas taper ça. C'est-à-dire tu vas caresser ce moustique pour qu'il puisse quitter ou bien te céder une place. C'est en réalité ce que ça veut dire. Donc le Mali se retrouve dans cette situation par rapport à beaucoup de ces pays. Vouloir tenter quelque chose contre le Mali, bien sûr, c'est vouloir en tout cas s'exposer. C'est pourquoi Ouattara, jusqu'à présent, il est très timide dans sa réaction. Quand on dit non, c'est quelqu'un qui est pacifique, qui aime la paix, comment? Quelqu'un qui aime la paix, il n'a pas hésité à faire intervenir l'armée française pour enlever le président Gbagbo de son palais. Il a entretenu la rébellion pendant combien d'années? Mais il sait les camps d'en face. Il voit très bien les camps. Et je sais que Ouattara est en train de me suivre, il sait de quoi je suis en train de parler, parce que lui, dans son armée, l'armée de Ouattara, c'est 70% d'origine malienne. Son armée, parce qu'il a levé les vrais Ivoiriens de l'armée. Donc, tous les postes clés, en réalité, c'est la majorité des Maliens. Il ne va pas leur demander de venir tirer sur la terre de leurs ancêtres. Donc, il y a tous ces trucs-là. Le Mali est dans une position stratégique, en réalité. Vous voyez même Bazoum, le Tchad en train de supplier le Mali de revenir dans cette histoire de G5. Le Mali dit non. Et il y avait une autre alliance, le Lipta Gourma. C'était le Mali, le Niger, le Burkina. Et le Mali vient de poser ses conditions, bien sûr. On vient de donner des postes clés une fois de plus au Mali. Donc nous sommes en train d'imposer notre marque à la chose. Seulement, il n'y a pas de panique ici. Tout le monde est serré parce que qu'est-ce que le peuple peut mieux espérer que de faire confiance à son armée? Nous avons confiance à notre armée, qui n'est pas une armée de parade. Vous avez vu, lors de la fête de l'indépendance, on a refusé de faire défiler les outils, les matériels de combat. Ce sont les hommes seulement qui ont défilé. Les matériels de combat nous sont là tranquillement. Nous sommes en train de les entretenir. Et ces matériels, même s'ils pouvaient parler, disent qu'ils se patientent de voir un laquais de la France tenter quelque chose, tenter de passer à l'acte. Et vous allez voir que les choses vont aller très très rapidement. Le Sukhoi 25 sont là et disent bonjour à tout le monde. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. De votre côté, Luc Michel, quelle lecture faites-vous de cette exception faite à la MINUSMA dans le cadre de cette livraison ou l'acheminement d'hydrocarbures à partir du Niger? Vous savez, il y a une publicité célèbre pour des disques américains qu'on appelle la voix de son maître. On voit un chien en train d'aboyer sur la musique du tourne-disque. C'est exactement ce qui se passe. Évidemment, la MINUSMA est un élément essentiel du dispositif occidental. Et en plus, elle justifie des fortunes, des myriades d'ONG, de fermes de mercenaires, de consultants, etc. font des fortunes avec cela. Il faut aller voir les salaires que paye l'ONU. Par exemple, le budget de la MINUSMA, il est d'1 milliard d'euros par an. De son vivant feu, le maréchal Idriss Déby Itno expliquait qu'avec la moitié de cette somme, payée une seule fois, on pouvait gagner la guerre du Sahel contre le terrorisme. Évidemment, donc, Mohamed Bazoum,
comme l'a dit Diawara, il s'enfonce dedans. Plus il parle, plus il s'enfonce vis-à-vis des panafricanistes, vis-à-vis de son opposition. Il démontre qu'il est un valet des Français, des Américains, des Allemands, de l'Union européenne et des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle exactement l'exemple d'un bourgeois comprador. C'est-à-dire quelqu'un qui a abandonné la direction politique de son pays à l'impérialisme pour garder des possessions économiques. Michel, je reviens vers vous dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre la direction du Standard et retrouver ceux de nos téléspectateurs qui souhaitent participer à cette édition d'Appel sur le continent. Nous sommes au Standard avec Jean, qui est le premier appelant de cette soirée. Bonsoir et bienvenue, Jean. Bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir technicien, bonsoir Luc Michel, bonsoir Issa Diawara. Issa Diawara, soit salué. Luc Michel, soyez salués, vous aussi. Et tous ceux qui écoutent Afrique Média, soyez tous salués. Junior Afro, nous travaillons, nous continuons de travailler, donnons des idées. Et merci aux informations. Il y a deux choses que je veux dire. C'est pour dire à Bazoum, je sais qu'il écoute, il y a des gens qui écoutent ce que l'Afrique Média fait, que Bazoum rafraîchisse sa mémoire. La Libye et la Libye, qui est son pays d'origine, de voir comment son état est aujourd'hui. Donc, que cette prise de conscience vienne dans le cœur de Bazoum pour qu'il sache qu'il ne joue pas un bon rôle en s'associant, soi-disant, les forts, la France et les Américains, en disant qu'il est en sécurité. Non, c'est sa personne peut-être seule qui est en sécurité, mais le peuple nigérien n'est pas en sécurité. Bazoum, il faut reconnaître cela. C'est le jeu que ces imbéciles puissants, soi-disant puissants ont fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Bazoum, tu sais très bien, c'est pas parce que tu as l'argent dans leur pays que tu vas te tisser jusqu'à ce point. Il faut savoir que tu n'es pas dans... Souviens-toi du cas de Mobutu. Quel que soit ce que ces gens-là te promettent aujourd'hui, ton peuple n'est pas en sécurité. Si vraiment tu veux travailler pour le Niger, parce que le Niger t'a hébergé, t'a élevé, mais tu ne fais pas un bon travail pour le peuple nigérien. Bazoum, sincèrement, il faut changer. C'est vrai que c'est difficile pour toi, mais tu dois le faire. Si tu peux mourir pour cela, c'est bon. Mais en restant, soit disant que je veux rester dans leurs mains et en sécurité, non, tu n'es pas en sécurité, Bazoum. Et tu mets ton peuple en danger. Parce que ces racailles-là ne les îles pas. Alors, pas seulement Bazoum seul, ceux qui jouent ce jeu-là, sachez que le peuple africain aujourd'hui ne peut plus se soumettre à cette puissance impérialiste, à cette dingue. Le second point que je veux mentionner, c'est que c'est aux jeunes Africains recenser toutes les compagnies minières françaises en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, recensez-les. Recensez toutes les compagnies minières françaises en Afrique et aux Congolais, les régions de Grand Lac, recensez toutes les compagnies minières américaines là-bas, recensez les sites, recensez, renseignez-vous, reconnaissez ces compagnies-là et recensez-les. Ayons une liste totale de ces compagnies qui ne font que brûler le continent. Ce sont ces compagnies qui brûlent le continent. Qui brûlent le continent. Ça doit cesser, Junior Afro. Donc nous devons évoluer. Recensez-les. Recensez-les. Ça c'est vrai. Nous arrivons à un point où il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de rétroviseur. Nous devons avancer et nettoyer l'Afrique de ces impérialistes, des bases militaires françaises et américaines. Elles n'ont pas droit. Macron a dit à l'ONU la fois dernière que la Russie a occupé militairement l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a des bases militaires en Russie? Macron, on ne sait pas si tu as qui travaille très bien, qui a de mémoire. Les bases militaires françaises ne sont pas en Afrique. L'Afrique n'est pas remplie des bases militaires étrangères. Alors, est-ce que un État africain a une base militaire dans un pays européen? Mais raisonnez quand même. Vous n'êtes pas dans une justice, vous êtes dans une injustice totale. Et la nature est contre vous. Et vous allez payer vos injustices et vos barbaries sur le continent africain. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Merci à vous également, Monsieur Jean, d'avoir apporté votre contribution. On va rester au standard pour prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir.
Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ousmane Alassane de TV de Ville Gabon. Bonsoir et bienvenue. Allez-y, parlez sans chercher à vous réécouter. Vous êtes en direct. Allô? Eh bien, on a malheureusement perdu cette téléspectatrice du Gabon. Merci beaucoup, Constantin. Bonsoir, Monsieur Wafo. Et puis, bonsoir à vos invités sur le Skype, Monsieur Luc Michel, Monsieur Issa Diawara. Je vais être très bref pour ne pas prendre trop de temps sur l'antenne. En fait, quand on voit la décision du président du Niger, en fait, on peut appeler ça une décision, ils ont un mot qui dit en français, par procuration, c'est ça. Une décision par procuration. Ça veut dire que c'est la France qui dicte la conduite à suivre à ses vassaux, que sont Macky Sall, Alassane Ouattara, le président du Ghana, et puis celui du Niger, pour suivre la feuille de route afin de saboter la transition du Mali. Donc, ils ont essayé avec CEDEAO, croyant que les sanctions qu'ils ont prises allaient être semblables à une catastrophe. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas vu de suite puisque le Mali a continué à vivre et à s'occuper de ses fonctionnaires et tout. Donc, on fait la comparaison avec les sanctions boomerang qu'eux-mêmes, ils ont pris contre le Russia et puis ça s'est retourné contre très valuement. Donc, pour ce qui concerne le subject, le président du Niger n'a pas d'argument, vous comprenez? Quand quelqu'un fait un aveu d'impuissance, il a un comportement qui frôle le va-t-en-guerre, la violence dans les paroles. Il y a aussi un langage très cru où on perd aussi les diplomaties. C'est ce que nous sommes en train de constater. Mais son sort est déjà scellé et il le sait très bien. Mais il veut essayer de voiler la face en agissant comme ça, sachant que les troubles chez lui sont en train de, comme on dit en français, evolution, voilà, en train de bouillir, voilà, et ça va bientôt sauter comme le casserole sur le four. Donc, pour moi, ce qu'il a pris comme décision de rompre le relationship avec le Mali, ça ne vient pas de lui. C'est comme il doit demander au master qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la situation, puisque M. Macron lui-même a été savonné à l'ONU. Donc, c'est une forme de vengeance qu'il est en train de prendre, sachant qu'il ne peut plus compter sur le Burkina Faso qui a fait comprendre qu'elle a choisi le bon camp. Il ne peut plus compter sur Guinée qui a aussi choisi le bon camp de la lutte panafricaine. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, M. Wafo. Très bientôt. Bye. Appelé de l'Écosse, on va rester au standard. Cette fois-ci, la direction, on me signale du Burundi pour retrouver notre frère et ami Delphin Mouipundu. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, c'est Ousmane Alassane de TV de Gabon. Alors, bonsoir, oui. Monsieur Alassane. Allô? Bonsoir, Monsieur Alassane. Bon, moi, avec un paquet, il passe. Bazoum, c'est une personne très dangereuse. Ce n'est pas même pas Bazoum qui est dangereux. Hein? C'est ancien président de Niger, celui qui provoque tout. Ce n'est même pas Bazoum. Ce n'est même pas Bazoum. Parce qu'il critique le Bazoum pour rien. Et maintenant, là, lui-même, il souffre. Allô? On a malheureusement perdu également Monsieur Alassane. On va rester tout de même au standard. Eh bien, on me signale l'arrivée de notre ami Delphin Mouipundu du Burundi. Bonsoir et bienvenue, Delphin. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Junior Wafo. Merci une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je ne tarde pas à saluer tes brillants invités, mon cher aîné Luc Michel et mon cher Diawara, et toute la galaxie panafricaine, en particulier le frère Kaboré du Faso,
qui n'arrête pas de me faire des clins d'œil. Donc, sans toi saluer mon frère. Et puis, je vais analyser un peu la situation. Eh bien, je ne vais pas revenir sur les brillantes analyses des invités auxquelles je souscris à 100%. La seule chose positive que je tire de cette situation, c'est que le nègre de maison qu'est Bazoum, eh bien, il nous confirme ce qu'il était déjà, ce que nous savions déjà qu'il était. Donc, pour ma part, j'incline dans le sens des invités. Il faut accélérer, évidemment, le départ de la MINUSMA. Et ce n'est clairement pas un citoyen burundais comme moi qui vous appellera à agir autrement, étant donné que le Burundi lui-même, au cours des 5 dernières années qui viennent de passer, a fermé tous les bureaux des Nations Unies, que ce soit donc une fois de plus, le Malien de Gitega encourage vraiment à la multipolarité et à la coopération avec les États qui le soutiennent depuis peu. Et je sortirai en félicitant le brillant discours du ministre Maïga aux Nations Unies. C'était vraiment un récital. Et donc, c'est ce genre de dirigeants que nous voulons de plus en plus dans les États de la zone CFA. Donc, une fois de plus, Afrique Média, le monde c'est nous. Je te rends le micro, mon cher Junior Wafo. Merci à toi également, cher Delphin. On va continuer au standard avec un autre téléspectateur. On a Zerfel qui nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue Zerfel, bonsoir. Allô Zerfel. Allô. Vous êtes en direct Zerfel. Ok. Bonsoir Junior. Bonsoir à tous les techniciens d'Afrique Média. Bonsoir à vos invités. Moi, je voulais m'adresser directement aux Nigérians qui laissent aujourd'hui ce monsieur, cet étranger dans leur pays en train de faire de n'importe quoi. C'est le temps de, comment dire, de classer tout un chacun dans son pays, dans des contextes. Hein, parce que ce monsieur, s'il était vraiment un Nigérien, il n'avait pas se comporter comme un animal. Excusez-moi du mot. Parce que la manière qu'il entraîne son discours que moi j'ai écouté devant son interview qu'il a donné aux deux voyous journalistes français là. Mais dis donc, c'est pas, vous pensez que vous pouvez passer tout le temps à dire de n'importe quoi devant ces petits blancs de merde qui se disent journalistes, et que de venir devant vos frères africains d'expliquer le problème clé qui concerne l'Afrique. Parce que ce qu'il est en train de dire sur la Guinée et le Mali, mais ça ne concerne pas, comment dirais-je, c'est pas la réalité. Parce que moi, les Nigériens aujourd'hui, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir parce que on les a vus, présentement, et ils pensent que les Français sont là pour les protéger. Les Français ne sont pas venus pour vous protéger. Hein. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Ça, c'est la moindre des choses. Il est mieux mené que les militaires nigérians prennent la responsabilité d'assurer, comment dire, la sécurité de leur pays que de laisser dans la main de ce monsieur, se disant président du Niger. Ce monsieur, il n'est pas un Nigérian. C'est un Libyen qui est devant vous là. Vous, les Nigérians. Donc, faites très attention à ce monsieur, à tout ce qu'il est en train de dire. Ça vous arrange pas. Parce qu'il est en train de vous diviser avec tous ceux, vos frères aujourd'hui, et vous le regardez. Mais quand ça va brûler là, mais vous là, vous êtes encore plus enclavés qu'avant. Ça, c'est la moindre des choses. Vous êtes déjà enclavés, mais quand ça va chauffer là, vous n'aurez plus à voir, comment dire, les nuages même passer sur votre tête. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, faites très attention avec, comment dire, ce monsieur-là. Il est temps que vous le mettez hors du Nigeria. C'est la moindre des choses. C'est ça, je voulais dire tout simplement merci. Et vraiment, c'est un appel à nos frères nigérians pour faire très attention à ce monsieur, pour que le dégage maintenant. Merci. Pour prendre cette fois-ci, Monsieur Ousmane Alassane qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue. Je vous dis le problème de Niger. Oui, le problème de Niger, c'est trop compliqué.
qui sont des Haoussa, comment on appelle ça, de Beli, et que tous ils sont tués. Hein? Donc ils sont tués, il a envoyé 100 fusils. Hein? C'est le problème de Niger, c'est trop compliqué. Les Nigériens ne sont pas comme ça. Vraiment, c'est Sissou qui l'a rendu. Il a tué tous les généraux et les généraux Touareg. Il faut essayer de vous-même venir faire des machins pour voir. Donc, tout le problème de Niger, c'est trop dangereux. Hein? C'est comme, par exemple, comme Ouvarien. Hein? Le Ouvarien, aujourd'hui, tous les militaires, ils sont des Maliens. Tous les militaires, ils sont des Maliens et Burkinabés. Le Burkinabé, le Ouvarien, il va faire quoi? Il ne fait rien faire. Donc, au Niger, c'est trop compliqué. C'est Issou, ça n'a pas Bazoum. Bazoum, il ne veut rien. Bazoum, il ne veut rien. On va lui enlever, il va enlever pour mettre son fils. C'est Issou qui a fait. Ce n'est pas Bazoum. C'est Issou qui fait tout au Niger. La femme de Issou, il a plus de 40 machins, comment vous appelez ça, garde-corps. 40 garde-corps. Issou, il a 1000. Issou, il a 1000 garde-corps. Bazoum dit rien. Bazoum, c'est un temps de personne qui aime bien poser. Hein? C'est ça. Bazoum, c'est un malheureux. Il n'y a rien à faire Bazoum. C'est un malheureux. Donc, il faut savoir que c'est Issou qui commande, c'est Issou qui fait tous les désordres en Afrique. Voilà. C'est Issou. Merci. Merci. Merci à vous également, Monsieur Alassane. Monsieur Ngalo Seli est également au standard ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Junior Nwafo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et à tous ceux qui appellent pour soutenir le débat. Monsieur Nwafo, des gens comme Bazoum sont très, très, très importants dans ce combat, car c'est eux qui permettent de mesurer la température de cette fièvre. Ces gens peuvent voir le travail de Afrique Média au cours des années. La levée de bouclier que ces gens ressentent montre très bien que ce genre de personnage est utile pour mesurer la température de cette lutte. Et je vous le dis, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'alternance, à tous les niveaux. Regardez en France. L'alternance en France a permis de nous apporter des gens comme des Sarkozy, qui nous ont insultés, malmenés, des gens comme M. Macron, qui nous insultent tous les jours et qui voient qu'en face, ça réveille les Africains grâce au travail d'Afrique Média. Mais au niveau de l'Afrique, c'est pareil. En zone CEMAC, il n'y a pas d'alternance. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop de mouvement. Mais en zone CEDEAO, ça nous a apporté des gens comme Ouattara, Bazoum, comment on appelle celui-là, Ambalo. Tous ces personnages-là nous aident à renforcer notre lutte. Parce que c'est eux qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas un jeu, qui sont déterminés à nous exterminer. Et ça nous permet de... Je vous assure que le travail d'Afrique Média s'est répandu sur toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique grâce aux gens comme Ouattara. Parce que c'est en affichant leurs bêtises au grand air que c'est ça qui nous a réveillés, qui nous a dit, mais wait a minute, si on reste ici, si on s'endort une minute, mais nous sommes foutus. C'est pour ça que toute l'Afrique est debout. Regardez l'accueil qu'a reçu le Premier ministre malien. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça que ça prouve que, pour moi, il faut de l'alternance. Je mets ce sujet au titre de l'alternance. Il nous faut des gens comme Bazoum. Et je vais terminer en rejoignant notre frère Jean Sapono, je crois qu'il appelle d'Amérique, pour dire à M. Bazoum, mon frère, tu es africain, que tu sois du Mozambique, du Mali ou de la Libye et tout, souviens-toi de ce que les Français ont fait à la Libye. Regarde ce qu'est la Libye aujourd'hui. Et mets-toi en tête que ta mission à la tête du Niger, c'est de venger la Libye. Il faut transformer le Niger en un enfer pour ces Français qui sont allés se réfugier là-bas. Donc pour moi, le message à mon frère Bazoum, mon frère, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Prends le train de la renaissance de l'Afrique et boute-nous ces Français-là hors de l'Afrique. Mais de toute façon, nous sommes en face. Merci, monsieur Nwafo. Vous également, cher Jamal, on va rester au standard pour prendre un dernier téléspectateur, une téléspectatrice plutôt, Cléopâtre Lucie, nous appelle ce soir également. Bonsoir et bienvenue. Allô?
Est-ce que Madame Cléopâtre est là? Oui, allô? Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir. C'est plutôt Madame Cissé. Bonsoir, Junior Wafo. Bonsoir, Madame Cissé. Bonsoir. Tous les appelants. Bonsoir, Afrique Média. C'était juste pour dire que nous soutenons tout le gouvernement malien et nous sommes d'accord, nous acclamons, nous sommes en symbiose avec les Maliens et puis nous partageons la joie des Maliens par rapport à l'accueil qui a été réservé au Premier ministre malien. Et je vais dire à la France, c'est pas cette mise en scène là, ce théâtre qu'ils sont en train de faire avec Bazoum, c'est un Bazoum, et puis des petits mercenaires là, qui va refroidir, qui va nous freiner, qui va freiner l'élan des Maliens. Ce n'est pas cette mise en scène là. Les Africains, les panafricanistes ont dépassé ce stade là. Ça c'est du déjà vu, ce disque là est rayé. En fait, quand ça ne va pas, c'est cela qu'on prend pour venir intoxiquer les gens. Mais on a dépassé ce stade-là. Maintenant, nous, à notre niveau, ce que je vais dire aussi, à tous les Ivoiriens, la peur a changé de camp. Chers frères Ivoiriens, la peur a changé de camp. Notre frère Samba David nous appelle à une marche le 8 octobre contre la vie chère. S'il vous plaît, tu n'arrives pas à manger, tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à te loger. On est en train de casser ta maison. S'il vous plaît, chers frères Ivoiriens, de toute façon, ça c'est la mort déjà. Hein. Quand tu ne travailles pas, quand tu ne manges pas, tu n'as pas accès aux soins, c'est déjà la mort. S'il vous plaît, Ivoiriens, bravons la peur, sortons pour que ce gouvernement-là, ce régime-là, essaie de nous entendre, essaie de nous écouter. C'est pour ça que j'ai appelé ce soir. Et honneur et gloire au président Assimi Goïta. Merci, Junior Wafo. Merci à vous également, Madame Cissé. Désolé pour la confusion. La rigueur n'est vraisemblablement pas de mise. De l'autre côté, de notre ami du call center, merci tout de même d'avoir apporté votre contribution. On va sortir rapidement de cette édition d'Appel sur le continent avec vous. Tout d'abord, Luc Michel. En quelques minutes, est-ce que, d'après vous, concernant cette exception faite à la MINUSMA, en ce qui concerne la livraison de carburant, Bamako devrait réagir officiellement? Il faut s'inspirer de ce que fait Vladimir Poutine. Chaque sanction anti-russe est suivie d'une contre-sanction russe. Chaque pénalité est suivie d'une autre pénalité. Chaque acte de guerre est suivi d'un acte de guerre. Quand on interdit de territoire des Russes en Europe, immédiatement ils décident de l'interdiction de personnages de l'Union européenne. Tous les congressmen des États-Unis sont interdits d'entrer en Russie. Il faut faire la même chose. Il est bien certain que si on interdit l'entrée des produits pétroliers au Mali, il ne faut pas permettre l'entrée de ceux-ci. Il faut le blocage aux frontières des livraisons prévues à la MINUSMA. La MINUSMA a une attitude hostile contre le gouvernement de Bamako. Elle n'est pas venue pour aider le peuple libyen. Il n'y a donc pas de raison de lui faire aucun cadeau. J'ajoute qu'il faut soutenir, comme le souhaite notre ami Diawara, il faut souhaiter qu'après Barkhane, on mette la MINUSMA dehors. C'est la même chose que demandent les Congolais à propos de la MINUSCO, que demandent également les Centrafricains. L'ONU prouve chaque jour davantage, particulièrement après les déclarations provocatrices de Guterres, qu'elle est du côté des ennemis, des peuples en lutte, qu'elle est du côté de l'impérialisme occidental. Il faut lui répondre sans pitié. Merci à vous, Luc Michel, pour cette dernière intervention. On va également prendre la direction du Mali pour sortir avec vous, Issa Diawara. Tout à l'heure, vous avez évoqué, en tant que général du peuple malien, ce communiqué-là de la jeunesse de l'autre côté, dans le nord du Mali, qui prévoit d'éventuelles saisies si jamais le Niger décidait d'approvisionner la MINUSMA. Est-ce que d'après vous, comme Luc Michel, vous pensez que Bamako doit réagir officiellement en ce qui concerne cette exception faite à la MINUSMA? Oui, je pense que les autorités du Mali doivent réagir, mais une fois de plus, j'ai tout en dit, faites confiance à ces 5 colonels. Ils vous ont montré un 6e colonel l'autre jour à l'ONU.
Donc, il y a des colonels, des vaillants colonels, il y a Camara, il y a un autre Camara, ils sont beaucoup sur le terrain, il y a Sangaré, ils sont beaucoup dans ce secteur de Gao et autres. Donc, il y a des colonels en réalité qui sont en train de conduire leurs hommes au combat. Il y a des colonels qui sont en première ligne, comme l'était Goïta, bien sûr, avant cette révolution du peuple malien. Donc, il y a des colonels sur le terrain au moment où je vous parle, qui sont en train de dormir avec des soldats dans des postes très avancés, qui sont en train de mener l'offensive avec des soldats. Ici, aujourd'hui, l'armée malienne, vous avez des colonels, bien sûr, qui se battent armes à la main à côté du soldat deuxième classe. Je dois vous rassurer que les autorités du Mali sont très stratèges. J'ai fait confiance, je sais ce qu'ils sont en train de préparer. Je dois juste vous dire, quand vous voyez la carte en rouge ou autre là, je vais vous expliquer cette situation. C'est très important de l'expliquer. Parce que la France ne va rien tenter qu'aujourd'hui les panafricains ne puissent pas comprendre. Quand on paie un pays en rouge, pour dire que c'est zone de danger, là-bas c'est vert, l'autre là c'est jaune ou bien orange. Dites-vous que, vous savez, M. Junior Wafo, quand vous, souvent quand vous êtes un peu adolescent, il y a des gens avec qui quand vous mangez, que le repas n'est pas souvent suffisant, ou quand vous êtes un gourmand, il essaie de cracher sur le repas pour que tout le monde quitte et qu'il soit le seul à manger le repas. Souvent quand c'est de la viande grillée, il y a des gens, ils aiment cracher là-dessus. Comme ça, tout le monde sera expulsé et puis ils seront les seuls à manger. En réalité, la France, en mettant toute l'Afrique, la zone sahélienne en rouge, c'est une façon pour la France d'expulser tous les autres investisseurs. Dire qu'en réalité, ne venez pas, c'est une zone de danger. Si vous venez, vous serez pris en otage et la France fait une mise en scène de prise en otage de ses propres citoyens. Et ça se comprend un peu, c'est service secret. Sinon, pendant que c'est en rouge là, Areva continue de voler l'uranium au Niger et la France, les entreprises françaises continuent de voler ici au Mali. Donc c'est une économie de guerre que la France met sur pied pour chasser tout le monde. Et ensuite, j'ai fini bientôt, le pétrole, ce n'est pas de Bazoum. Le pétrole, là, ça vient du Nigeria. Et nous savons comment ça transite tout. Et en troisième lieu, je dois vous dire, quand on a dit Bazoum est un étranger, il ne faut pas dire que les Maliens qui luttent pour le panafricanisme, comme ils peuvent traiter un autre Africain d'être étranger. Faites attention. Beaucoup d'Africains que vous voyez ne sont pas des Africains. Ce sont des Blancs, en fait. Ce sont des Occidentaux. Ce sont des gens qui ont passé des tests de recrutement. Ce sont des gens qui sont passés par l'école occidentale. Ce n'est pas gratuit que vous allez voir que Macky Sall a la nationalité française, l'ancien président du Mali, Ibeka, a la nationalité française, beaucoup Ouattara a la nationalité française, sans doute Bazoum aussi a la nationalité française. Donc ce sont des Français qu'on a pris et qui dirigent des pays africains. Bien sûr, leur priorité, c'est d'abord les intérêts de la France. J'ai fini. Regardez, ils ont parlé des questions de légitimité. Regardez parmi eux, qui a été accueilli dans son pays comme le Premier ministre et le colonel Ablaye Maïga. Qui? Où se trouve la légitimité? Mais jusqu'à quand nous allons sortir des livres des Occidentaux pour dire que c'est ça la légitimité et ce n'est pas ça. Et terminé, mon mot de la fin, c'est bien sûr la chanson de cette diva de notre maman Aïcha Kone qui a dit bien sûr Koni Ibaka Bashinama Kalo Kononto la Kalubo Kitsega Simoni Kele. Ça veut dire tout simplement en français que si votre maman n'a pas pu souffrir véritablement de 9 mois de grossesse, roi, il parle de son empereur là-bas, que tu ne pourras pas vaincre ces chasseurs. Ces chasseurs, c'est bien sûr Assimi Goïta, arme à la main, toujours prêt au combat. Je vous remercie. Merci à vous également, Issa Diawara, général du peuple malien. Merci également à la réalisation qui nous a proposé les images, qui nous propose à l'instant les images du Premier ministre malien de son retour de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre, accueilli tel un héros à Bamako à son arrivée. Merci, chers messieurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition d'Appel sur le continent. Issa Diawara, Luc Michel, merci d'y avoir participé. Merci également aux techniciens qui ont beaucoup œuvré pour que cette émission arrive à son terme. Merci aux téléspectateurs qui étaient une fois de plus très nombreux à nous suivre ce soir. Dans quelques instants seulement, vous serez en compagnie de Christelle Wanji dans le cadre du Grand Journal Africain. Par la suite, ne manquez pas dès 20h heure de Malabo le rendez-vous Géoeconomics. Vous serez en compagnie de Guy Fondop pour parler des grands enjeux de l'économie africaine et de l'économie mondiale. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour une autre édition d'Appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir.